saharien, notamment dans ses dimensions administratives, sociales et sécuritaires, et un programme économique pour les zones pastorales. Fin de citation. Cela a été écrit vers la fin de l'année 2010, c'est-à-dire avant la crise libyenne et ses conséquences, la crise malienne. On mesure à quel point nous avions anticipé au plan de l'analyse, de prendre le pratique, dès notre arrivée au pouvoir, les mesures préventives de renforcement de nos capacités de défense et de sécurité qui ont permis à notre pays d'être à l'abri de la situation dramatique. Malheureusement, comme l'asymétrie des méthodes de l'ennemi lui permet de jouer les possibilités les mieux élaborées, nos soldats ont été lâchement assassinés le 23 mai dernier à Agadez, à une heure où certains d'entre eux étaient à la mosquée, adorant le même Dieu au nom duquel les terroristes prétendent mener le djihad. Le même jour, presque au même moment, ces fanatiques ont attaqué nos installations industrielles à Arlit. Le 1er juin, à la maison d'arrêt de Niamey, d'autres fils du pays sont tombés sous les balles de l'ennemi. Les forces de défense et de sécurité, pour leur engagement sans faille et leur dévouement patriotique exemplaire et la préservation de l'intégrité de notre pays, ainsi que pour la protection des personnes et de leurs biens. Nous ne tarissons pas d'éloges à leur endroit pour le haut degré de professionnalisme et la compétence avec lesquelles elles s'acquittent de leur mission. Par ma voix, la nation entière leur exprime sa fierté. La nation leur est profondément reconnaissante pour les sacrifices qu'elle consente pour cela. Nous pensons intensément à tous ceux parmi nos vaillants soldats qui se trouvent en ce mois saint de Ramadan, éloignés de leur famille, en raison des exigences de ce devoir patriotique. Nos plus pieuses prières les accompagnent. Nous continuerons à être attentifs à leurs positions et les assurons de toute notre sollicitude quant aux efforts supplémentaires à faire améliorer leurs conditions de vie et de travail. Mes chers concitoyens, la préservation de la sécurité et de la paix dans notre pays, le gouvernement a déployé pendant ces 2 dernières années de très gros efforts pour créer les conditions de la relance de l'économie du pays. C'est pour atteindre cet objectif majeur que le gouvernement a élaboré et adopté le 1er août 2012 un ambitieux programme pour hâter le redressement économique de notre pays et y créer les bases d'un développement durable. Il s'agit du plan du développement économique et social PDS. La table ronde des bailleurs de fonds, tenue sous ma présidence personnelle à Paris, les 13 et 14 novembre 2012, a connu un succès inédit grâce à l'engagement politique fort et à la participation nombreuse et de haute qualité de nos partenaires au développement. Elle a permis d'enregistrer des annonces de financement d'un montant de plus de 4,8 milliards de dollars des États-Unis, soit environ 2 402 milliards de francs CFA. Néanmoins, une chose est d'obtenir des promesses de financement, une autre est d'en obtenir le décaissement. Sur ce plan, je constate avec amertume la faiblesse du taux de consommation des crédits affectés aux investissements. Il n'est pas admissible que des ressources financières soient disponibles et que nous n'ayons pas les capacités de les absorber. Mes chers concitoyens, la mise en œuvre du programme d'urgence en 2011-2012 et celle de l'initiative 3N à partir du mois d'octobre 2012 ont permis à notre pays de réaliser
l'OMD 1, objectif du millénaire pour le développement numéro 1, qui vise la réduction de moitié du nombre de personnes sous la faim. Cette belle performance du Niger a été attestée récemment par la FAO. Par ailleurs, le Niger est un des 4 pays admis à l'initiative du partenariat renouvelé entre l'Union africaine, la FAO et l'Institut Lula contre la faim en Afrique. Notre pays est aussi un des 19 pays africains, partie prenante au pacte pour la nutrition et la croissance, qui est un engagement de la communauté internationale à améliorer l'alimentation de 500 millions de femmes enceintes et d'enfants de moins de 2 ans et pour réduire de 20 millions le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant du rachitisme d'ici 2020. Nous devons tout cela à l'initiative 3N, dont le financement, je le rappelle, d'environ 1100 milliards est totalement acquis. Cette initiative a également très largement inspiré la formulation de l'alliance entre les pays sahéliens et de l'Afrique de l'Ouest avec la communauté internationale, de nommer l'initiative Agir pour réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle d'ici 20 ans dans la sous-région. Notre pays sera un des premiers bénéficiaires de cette initiative. Avec l'initiative 3N, le Niger est devenu un modèle, au point où il a fait naître le concept « Les Africains nourrissent les Africains », battant en brèche l'afro-pessimisme qui règne dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est le lieu de signaler que pour le bon déroulement de la présente campagne agricole, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour mettre à la disposition des paysans des semences, des engrais et des produits phytosanitaires. Des ventes à prix modéré et des distributions gratuites de céréales sont organisées, ainsi que des transferts inconditionnels d'argent. Sur le plan des infrastructures, nous avons fait démarrer le projet de la centrale thermique de 100 MW de Gorubanda, centrale qui permettra à terme de mettre la ville de Niamey à l'abri des coupures récurrentes. De nombreux projets de construction de routes bitumées et en terre sont aussi lancés. Les discussions avec les autorités turques sur le financement de la route dite de Istanbul-Awa est bien avancée. Le pont de Farié sur le fleuve Niger, dont le financement est acquis, démarrera sous peu. Le projet de boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan progresse. Par contre, le projet de barrage de Kandaji connaît malheureusement un fâcheux contretemps dû à des manquements graves de la société qui en avait la charge. Aussi, après l'avoir différé pendant longtemps, avions-nous pris la décision de résilier le contrat. Une concertation est lancée avec nos partenaires en vue d'identifier les voies et moyens qui nous permettraient la réalisation de ce projet emblématique dans les plus brefs délais. La conclusion très prochaine des discussions avec les responsables d'Exim Bank Chine en vue de l'obtention de prêts concessionnels nous permettra de financer, entre autres, le projet de Salkadamna. D'ores et déjà, les fonds nécessaires pour le renforcement des équipements de distribution d'eau pour la ville de Zender sont acquis. Dans le cadre toujours de la coopération avec la République populaire de Chine, les études relatives à la construction de l'hôpital de référence de Niamey de 500 lits sont terminées et le projet démarrera très prochainement. Par ailleurs, le projet Niamey-Niala suit son cours
avec la fin prochaine des travaux du premier échangeur, le démarrage prochain des travaux de bitumage de la route de Goudel, ainsi que celui de la construction de 2 tours jumelles du WACF de 16 étages chacune sur financement de la Banque islamique de développement. S'agissant des secteurs sociaux de base, j'ai nommé les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique. Le gouvernement a honoré les promesses du programme de Renaissance. J'ai eu déjà à m'étendre largement sur les acquis obtenus dans ces domaines à l'occasion du 2e anniversaire de mon accession à la magistrature suprême. La mise en œuvre du programme de la Renaissance a généré naturellement des dizaines de milliers d'emplois dans les secteurs publics et privés. Mes chers concitoyens, en l'espace d'un peu plus de 2 ans, le gouvernement a abattu un travail colossal, mais un déficit de communication n'a pas toujours permis d'en mesurer l'ampleur. Néanmoins, je sais que les bénéficiaires, c'est-à-dire l'immense majorité des citoyens du Niger profond, qui vivent en sécurité en dépit d'un environnement régional défavorable, qui ont été soutenus au moment où il manquait de tout, qui ont bénéficié des semences et des engrais, qui constatent l'ouverture de plusieurs chantiers de routes bitumées ou en terre, qui voient des classes en matériaux définitifs et des centres de santé se dresser dans tous les villages, qui étanchent leur soif parce qu'ils ont désormais accès à l'eau potable en abondance. Oui, les bénéficiaires, dis-je, saluent et louent les actions menées depuis 28 mois. Restons donc avec ce message à la nation du président de la République prononcé hier à l'occasion de la fête du 3 août. Le président de la République a également clairement indiqué les raisons fondamentales pour lesquelles il a à maintes reprises appelé l'opposition à rejoindre le gouvernement en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il s'agit, a expliqué le président de la République, de consolider la stabilité politique des institutions de la République et de permettre à notre pays de faire face à la menace terroriste. Je félicite donc le gouvernement pour le sens de responsabilité avec lequel il s'est acquitté de la mission que je lui ai confiée. En particulier, je salue son chef, le Premier ministre Birji Rafini. À l'occasion du 54e anniversaire de la République, au mois de décembre dernier, j'avais renouvelé mon appel au rassemblement de tous les Nigériens et invité toute la classe politique à la mise en œuvre d'un gouvernement d'union nationale. Je sais que certains de nos compatriotes s'interrogent légitimement sur les raisons qui m'amènent depuis 1999, c'est-à-dire depuis 14 ans, à évoquer de manière récurrente la nécessité d'un tel gouvernement pour notre pays. Pour ma part, je vois 2 raisons fondamentales. Notre pays est toujours en transition démocratique, d'une part, et les problèmes sécuritaires se sont aggravés, d'autre part. S'agissant de la première raison, l'instabilité politique qu'a connue notre pays pendant la première décennie de son expérience démocratique m'a amené à la conclusion que nous devons convenir d'une période pendant laquelle les institutions démocratiques doivent être consolidées et stabilisées. Poursuivant la réflexion, j'ai acquis la ferme conviction que cela nécessite le rassemblement de tous les Nigériens. D'ailleurs, la problématique du rassemblement a toujours été une préoccupation des dirigeants de notre pays. Ainsi, pour citer un exemple, le président Diori Amani disait au lendemain du vote par l'Assemblée nationale, le 18 décembre 1958, de la délibération portant proclamation de la République du Niger, je cite, « La République du Niger est née sous le signe de l'union de ses habitants.
l'étendue immense de notre territoire, indique ses diversités régionales, ses différences ethniques, l'effort immense à faire pour rapprocher et fondre dans le même creuset national nos populations différentes. Dans ce travail ardu, il nous faudra du tact et surtout de la patience pour nous aider les uns et les autres dans le labeur difficile qui doit préparer le bonheur de notre peuple. Fin de citation. Le président Diori Hamani appréhendait ainsi déjà la vaste étendue et la complexité des tâches à accomplir pour édifier une nation et construire un État viable sur un territoire immense, aux 3/4 désertique, enclavé et totalement démuni. On ne peut en effet, avec plus de pertinence, plus de vision et plus de sagesse, cerner et définir les actions multiples et pressantes qu'il faut concevoir et mettre en œuvre, et la lourde mission qui incombe aux dirigeants pour cela dans le contexte politique et l'environnement naturel de notre pays. Ce sont ces propos vertueux et perspicaces du premier président de la République du Niger qui m'inspirent en ce moment où je m'adresse à vous. Durant ces 53 ans écoulés d'indépendance, notre pays a connu une vie politique mouvementée, caractérisée par une grande instabilité. Il a connu 7 républiques depuis la première en 1958, chacune avec sa constitution, alors que des pays comme les États-Unis et la France n'ont connu respectivement, en plus de 2 siècles d'histoire, qu'1 et 5 républiques. Dans notre pays, à aucun moment, la succession des dirigeants ne s'est faite de manière pacifique, ou à tout le moins de manière constitutionnelle, y compris depuis l'avènement, il y a bientôt 23 ans, du multipartisme. Les changements de régime se sont presque toujours opérés par la force. Cet état de fait, à l'évidence, n'est pas un signe de progrès. Il doit en conséquence interpeller avec gravité et préoccupation l'ensemble de la classe politique nigérienne et des acteurs publics, ainsi que chacun des citoyens de notre pays, qui doivent se questionner sur le pourquoi et le comment. Cette instabilité politique est source de remise en cause permanente et de perpétuel recommencement. Elle a en outre lourdement handicapé le succès des actions de développement qui ont été initiées dans notre pays par les gouvernements successifs durant ces 53 années passées. Un des indicateurs qui le confirme est le taux de consommation des crédits des investissements qui reste dramatiquement faible, notamment ces 20 dernières années. En effet, une étude sur cet indicateur, datant du mois de juillet 2013, relève la récurrence de cette thématique depuis 2 décennies, avec plus de 69% de recommandations faites jusqu'ici non exécutées, du fait, entre autres, de l'instabilité politique. Autrement dit, celle-ci empêche à notre peuple de bénéficier des ressources que la communauté internationale met à sa disposition. Pire, il existe une corrélation entre crise politique et baisse de l'aide publique au développement en faveur de notre pays. Je ne veux pas croire, pour ma part, qu'il s'agisse d'une fatalité qui frapperait irrémédiablement notre pays. Je suis d'avis que la classe politique nigérienne et les Nigériens, dans leur ensemble, sont capables, comme d'autres peuples sous d'autres cieux, de conjuguer leurs efforts pour conjurer ce triste sort qui accable notre pays et empêche son plein d'épanouissement. Nous ne pouvons continuer à livrer le pays aux passions partisanes qui ont marqué les débuts du multipartisme. Nous devons tous jeter la haine et la rancune à la rivière
Nous devons cesser de soumettre notre pays aux rudes épreuves d'une campagne politique permanente. Il y a en effet un temps pour les campagnes politiques et une fois les élections terminées, un temps à consacrer à la gestion du pays, c'est-à-dire au peuple qui en a tant besoin. Mes chers concitoyens, la deuxième raison fondamentale, relativement récente, qui milite en faveur de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale est la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone sahélo-saharienne. Je disais plus haut que notre pays, situé au centre de cette zone, est particulièrement exposé et vulnérable. La menace que constitue le narcoterrorisme est autrement plus dangereuse les Nigériens, tous les occupations, que dans mon discours a rendu hommage pour le sens de à l'issue de l'élection du territoire, de la stabilité des institutions, de la paix et de la sécurité du pays, je renouvelle encore aujourd'hui, en direction de l'ensemble des Nigériens, en direction de l'ensemble des partis politiques, notamment ceux de l'opposition, que Dieu fasse que mon appel soit enfin entendu en ce mois béni du Ramadan. Et en réaction à la confiance que lui a renouvelé le président de la République, l'effet, si vous voulez, c'est exactement le même effet que le premier jour de ma désignation, le 7 avril 2011. En ce sens que le président a pris sa décision et il me l'a notifié. Je l'ai accepté avec beaucoup de responsabilité parce que je ressens qu'il s'agit là d'une confiance immense qu'il place en moi et je me sens en devoir de relever de nouveau un défi qui repose sur mes épaules. Je tiens à le remercier de cette confiance et je prie à Allah le Tout-Puissant qu'il m'aide, qu'il me permette effectivement de relever ce défi important. Audience également dans l'agenda du président de la République et c'est l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Xi Hu, qui a été reçu par le chef de l'État. On écoute l'ambassadeur chinois donc à la sortie d'audience. Je viens de voir le chef d'État et échanger avec lui pour trouver des voies et moyens pour approfondir les relations de coopération entre la Chine et le Niger. On a passé en revue les rapports de coopération entre la Chine et le Niger. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens de l'extérieur a accordé ce matin un entretien aux rédactions de la Voix du Sahel et de Télé Sahel. Occasion pour le ministre d'État, Bazoum Mohamed, de revenir sur les messages clés que le président de la République a livrés hier à la nation en attendant de suivre l'intégralité de ce temps. C'est le visage très coquette financé sur fonds propres de l'ORTN que le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a découvert avec surprise ce samedi 3 août 2013 le locaux de la maison de la télévision nationale, aujourd'hui en pleine modernisation grâce aux ambitions des responsables de l'office qui entendent désormais améliorer les conditions de vie et les cadres de travail du personnel. Dans un exposé de présentation de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger ORTN, le directeur général, après avoir rappelé l'historique de la création de l'Office et sa mission, Luc Crespin a relevé les investissements consentis par l'ORTN et les grandes ambitions de l'Office, notamment sur les enjeux et les opportunités de la mise en œuvre du TNT, la télévision numérique terrestre. Le grand défi, c'est celui de la TNT, de la belle victoire de juin 2015, c'est celui de la diffusion télévisuelle terrestre en numérique. Les enjeux et l'opportunité, c'est la télévision numérique terrestre de demain. Enjeu parce que c'est une question de souveraineté nationale. Tous les pays vont aller dans ce sens. Et il faut trouver les financements nécessaires
pour aller, et il y a une date butoir pour cela. Et entre autres grandes lignes de ce document, c'est la restructuration de l'ORTN. Dans une visite guidée, le Premier ministre s'est rendu dans plusieurs salles techniques, la régie C de la télévision nationale où se déroule actuellement la Moussabaka édition 2013, de la télévision TV où sont très continuation, c'est mieux que pendant tous ces mois. Le clou de cette série de visites est l'inauguration par le Premier ministre, premier invité du nouveau plateau de la régie B de Télé Sahel. Impressionné par toutes ces réalisations, le Premier ministre, le chef du gouvernement, a félicité les responsables de l'ORTN. Mon appréciation elle est très positive en ce sens que, en foulant pied ici, je ne me suis pas retrouvé. Parce que depuis les années 73 que je connais cette maison, je n'ai pas mis pied depuis plusieurs décennies. Et là, je trouve un cadre totalement différent et dans le sens de la qualité, de l'amélioration. Je félicite vraiment les responsables de cet établissement pour les efforts énormes qu'ils ont déployés dans le sens de l'amélioration des conditions de travail. Je vois des dispositions, des dispositifs tout à fait modernes et cela est vraiment à l'actif des différents responsables de cet établissement. Donc je profite de l'occasion pour leur adresser toutes mes félicitations. Cette visite du Premier ministre qui coïncide avec la célébration de la fête de l'indépendance a été également marquée par une plantation d'arbres par la délégation pour immortaliser l'événement. Une photo de famille a sanctionné la fin de cette visite pour exprimer la joie du chef du gouvernement à l'endroit des responsables et du personnel de l'ORTN. Et du sport à présent, on a joué cet après-midi la finale de la Coupe nationale édition 2013. Une finale qui a opposé l'Akokana FC d'Arlit à l'AS Nigelec. Et ce sont les joueurs de l'AS Nigelec qui ont remporté le trophée de la Coupe nationale. C'est du football sur le score de 1-0, but marqué à la seconde période. Une finale parrainée par le Premier ministre Brigitte Raffini en compagnie de plusieurs membres du gouvernement et du président du Conseil supérieur de la communication. Nous y reviendrons. Du basketball avec la Coupe du Président de la République, la finale dame a eu lieu ce jour même et elle a pris fin avec la victoire de l'équipe de Beya de Niamey sur celle Ziggy de Dosso sur le score de 71 points à 34. Le résumé de Issouf Kodo. C'est la 19e fois que le parquet du palais du 29 juillet abrite les finales couplées de la Coupe du Président de la République. Ainsi, après 5 jours d'affrontements sportifs, les dés sont jetés et ce sont les formations de l'AS Ziggy de Dosso en blanc et rouge et l'AS Beya en jaune qui sont sortis du lot pour jouer l'ultime rencontre de cette compétition en catégorie féminine. Après donc le coup d'envoi protocolaire exécuté par le représentant du ministère des Sports, en l'occurrence Rachid Abdoulaki, de son état directeur national des sports de haut niveau. Premier quart-temps, dont le début est bien négocié par les deux Solaises avec Berki Sassani et Saadatou Aruna, très à droite. Mais très rapidement, les banquières vont combler leur déficit et finissent par s'imposer sur 24 points contre 10. Deuxième quart-temps, toujours la même configuration. Beya en jaune, beaucoup plus collective, et Ziggy de Dosso en blanc, trop individualiste. Cumule Beya 42 points, Ziggy 21. Score à la mi-temps. Troisième quart-temps, retour sur le parquet, l'option des banquières semble être une domination avec notamment une série de 3 points face à une formation de Ziggy complètement absente à la défense et au rebond, tant défensif qu'offensif. Fin du troisième quart-temps avec un compte assez garni de la Beya de 54 points contre 32 pour le Ziggy. Quatrième et dernier quart-temps, la partie tourne en une sorte de démonstration. Les banquières garnissent considérablement leur compte. Apparemment, il n'y a qu'une seule équipe sur le parquet. Et c'est la Beya. Score final 71 à 34. Dans quelques instants, donc en nocturne, toujours au palais du 29 juillet, catégorie messieurs, le BBC, Balafon Basket Club, va affronter le New Team.
Et dans le cadre des réalisations, un grand hôtel 4 étoiles Solux International Niamey verra le jour à Niamey, plus précisément au quartier Gamkale, d'une superficie de 8 hectares estimée à une valeur de 25 milliards de francs CFA. Une réalisation qui cadre parfaitement avec le programme Niamey-Niala du président de la République. La cérémonie officielle de lancement des travaux de construction a eu lieu donc, comme vous le voyez à l'image, cet après-midi même. Cette cérémonie a vu la présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, des députés nationaux, des autres membres du gouvernement, du corps diplomatique et de plusieurs autres invités. Nous y reviendrons également demain, quelques jours après la réalisation, la résiliation pure et simple du contrat de construction du grand barrage de Kandaji par le gouvernement, nos reporters se sont rendus sur le site pour constater les travaux menés. Mais le constat est amer, aucune évolution 2 ans après le début des travaux par l'entreprise ZVS. Les conclusions de Moussa Yahya et Salif Karba. Est entré dans sa phase opérationnelle en août 2011 après le lancement des travaux par son Excellence le Président de la République. Mais après 2 années, c'est un spectacle de désolation qui s'offre sur le site du barrage de Kandaji. Il y a environ 25 mois, à travers un contrat de construction du barrage de Kandaji d'un montant de près de 85 milliards de francs CFA, l'État du Niger engageait l'entreprise russe ZVS à exécuter les travaux dans un délai de 57 mois. Auparavant, pour s'assurer que les travaux peuvent s'effectuer sans aucun blocage, l'État et ses partenaires ont tenu à résoudre toutes les questions pouvant engendrer des problèmes. C'est ainsi que la population habitant sur le site retenu pour la construction du barrage et des aménagements hydro-agricoles, notamment celle d'un village appelé Sanguilé, a bénéficié d'un ambitieux programme de relogement. Avant de prendre possession de tes biens, on te leur donne une valeur. Et on met un commissaire enquêteur qui vient faire l'évaluation. Est-ce que tu es d'accord? Tu as 2 greniers, 4 chambres, 3 poulaillers, une cuisine, une douche? Oui, je suis d'accord. Et tu passes devant une commission de conciliation constituée du préfet, du maire, des chefs de canton, des députés de la région, des services techniques déconcentrés de la région qui peuvent apprécier. Et le juge vient te prendre audience. Un tel, est-ce qu'il n'y a pas eu d'influence? Quelqu'un ne t'aurait pas insulté là-bas? Tu as pris ton naissance en même pour accepter que l'État te donne 2 millions par exemple sur tes 3 chambres et 2 salons qu'il y a? Oui. Et il prend une ordonnance. Et c'est la base de l'ordonnance qu'on vient te payer. Dans le cas spécifique du Kandaji, au lieu de te payer intégralement, parce qu'on connaît un peu les gens avec la main des gens, on a préféré accompagner en 3 phases en payant les gens et en les assistant pour construire. L'opération qualifiée de déplacement involontaire est une réussite incontestable. Quant aux villageois, désormais nantis, coulent de jours heureux sur le nouveau site de Sanguilé. Moi, j'ai pris 7 millions et quelques. Parce que j'ai 25 personnes sur mon cou. Moi-même, j'ai 7 enfants, 6 filles et un garçon. Cerise sur le gâteau, le village de Sanguilé, ainsi reconstitué, est doté d'écoles, de dispensaires, de mosquées, de magasins et d'adduction d'eau potable. Et pendant tout ce temps, les travaux de construction du barrage n'ont fait que stagner. Aujourd'hui, c'est ce constat amer d'immobilisme qui se dégage. Au lieu d'avoisiner les 35% en ce mois d'août, comme l'indique la courbe bleue des prévisions sur ce tableau, l'évolution s'avère quasi linéaire, ne tournant qu'autour de 6%, tel que la matérialise la courbe rouge. Ça fait environ 2 ans que ces travaux sont lancés, pour un délai contractuel qui est de 57 mois. Nous avons consommé à peu près 40% de ces délais contractuels. Et à la date aujourd'hui, les travaux sont à environ 6,9% de taux de réalisation. Donc on observe un retard de près de 15 mois sur la réalisation des travaux de la phase de démarrage, c'est-à-dire de la phase initiale. La seule activité qui a commencé sur le barrage en lui-même, c'est le début des travaux de la tranchée parapluie pour la digue en rive gauche. Ici, c'est des travaux préparatoires. Non, le travail de risque là, nous, on le regarde seulement, mais vraiment, ça ne marche pas. Donc, il faut choisir quelqu'un qui va faire le travail pour avoir que les paysans peuvent travailler sur l'aménagement pour gagner ce qu'ils vont manger. Plus concrètement, tout ce qui est visible sur le terrain est une centrale à béton dont l'installation est encore inachevée et une concasseuse provisoire.
Le constat est encore plus fâcheux au niveau de la base, devant abriter tout le personnel national et expatrié. Sur 87 bâtiments prévus, un seul a été entamé et lui-même demeure à l'étape de fondation. C'est donc fort de ce constat et suite à plusieurs visites de haut niveau ponctuées d'avertissements que le gouvernement de la 7e République a décidé de résilier le contrat liant l'État du Niger à ZVS. L'argument principal du gouvernement, c'est le retard observé dans la réalisation des travaux. Les barrages, c'est l'outil central du programme, mais il y a d'autres activités qui continuent et qui vont continuer encore et qui pourront se parachever avec la finition du barrage. Pourtant, à la différence des Russes de ZVS, la compagnie chinoise CGC ayant bénéficié de l'autre volet des travaux, notamment ceux de la construction des aménagements hydro-agricoles, elle a respecté son contrat. Ce canal que vous voyez, c'est le canal principal qui devrait prendre l'eau à partir du barrage. Donc une fois que le barrage est fini, c'est le barrage qui va alimenter ce canal en eau pour irriguer les 2000 hectares. Donc actuellement, nous avons fini 800 hectares. Nous avons commencé le processus de réception il y a environ 2 semaines de cela. Ce périmètre sera mis en valeur dès novembre, indépendamment du barrage, grâce à 2 stations de pompage. Celle construite en amont dispose de 4 pompes pouvant propulser 620 litres d'eau par seconde et celle-ci en aval avec 3 pompes irriguant à hauteur de 357 litres par seconde. Ce périmètre et bien d'autres en perspective viennent consoler les riverains et même tous les Nigériens. Mais le rêve ne s'arrête pas là. Le vieux rêve du barrage de Kandaji est plus que jamais vivace car le processus se poursuit. Les autorités de la 7e République s'investissent pleinement pour cela. Notre entrepreneur peut reprendre les travaux. Bon, c'est la procédure, l'État est certainement en train de la discuter avec les différents partenaires. Les travaux iront certainement un peu plus vite que ce que nous avons vécu ici. Mais je pense qu'il y a des délais qui ne seront pas compressibles. On a une grosse activité qui démarre maintenant, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'un pôle de croissance. Vous avez entendu que la Banque mondiale a apporté un financement de l'ordre de 100 milliards de francs CFA. Et environ les 30 milliards de francs CFA sont orientés vraiment vers des activités qui vont impulser le développement de la zone. Le bout du tunnel n'est plus trop loin et la prochaine entreprise n'aura plus droit à l'erreur. À Niamey, le syndicat national des agences de pèlerinage SNAP a rendu public cet après-midi une déclaration suite au communiqué d'une association de défense des droits des pèlerins appelant les candidats au Hajj 2013 à une marche le 6 août prochain pour manifester contre l'organisation de ce Hajj. Le SNAP affirme que la dite association est de connivence avec une agence de la place non contente du quota qu'on lui a attribué. La teneur de la déclaration. Eu égard au communiqué de l'Association de défense des droits des pèlerins, les appelant à une marche le 6 août 2013 contre l'organisation du Hajj 2013. Écho concocté de toutes pièces par cette association, soi-disant de défense des pèlerins, destinée à la merci des intérêts égoïstes d'une agence de pèlerinage de la place visant à augmenter son quota. Face à cette démagogie, sans aucun fondement, le syndicat des agences de pèlerinage du Niger, SNAP, rassure tous les pèlerins que le Hajj 2013 se déroulera dans de bonnes conditions, Inch'Allah. Par conséquent, le SNAP invite toutes les agences de pèlerinage, sans exception, à se mobiliser autour de la structure chargée de l'organisation du Hajj et de la Oumara pour la réussite d'un bon pèlerinage 2013. Et le ministre d'État Bazoum Mohamed qui a accordé ce matin un entretien à la Voix du Sahel et à Télé Sahel. Le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens de l'extérieur a répondu à plusieurs questions relatives au message livré hier par le président de la République à la Nation. Il répondait aux questions de Mahmoud Seydou et Mohamed Fima. Bonne réception à tous. Monsieur le ministre d'État, bonjour. À ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, merci de nous recevoir. Vous avez suivi hier le message à la nation du président de la République. Alors, quelle substance politique peut-on tirer de ce message? Merci beaucoup d'être venu. Le président de la République a en effet
adressé son message rituel à la nation en ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et à cette occasion, il avait eu à faire une évaluation de l'action du gouvernement, d'une part, et d'autre part, il a eu aussi à indiquer les différents défis auxquels notre pays est confronté. Au nombre de ces défis, il a particulièrement insisté sur le défi de la sécurité et tirant les conclusions de notre expérience du fonctionnement de nos institutions et de la nécessité de renforcement de la cohésion nationale, en particulier pour faire face à la menace sécuritaire, le président de la République a lancé un appel sur lequel il a insisté plus que d'habitude. Cet appel, c'est que nous fassions tout, les uns et les autres, pour nous mettre ensemble et mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement d'union nationale, selon le président de la République, est la forme de réponse la plus appropriée au contexte de certains des défis, et notamment le défi sécuritaire auquel notre pays fait face aujourd'hui. Voilà en substance le message du président. C'est un message qui s'est voulu optimiste en faisant le bilan de l'action du gouvernement qu'il a félicité. Le président de la République a dit que nous avons pu réaliser des choses importantes, mais il reste que le Niger demeure un pays pauvre face auquel les défis sont multiples. Et pour pouvoir affronter ces défis, nous avons besoin de davantage de cohésion, de plus d'unité, de plus de force par conséquent. C'est cela la substance du message du président de la République. Monsieur le ministre d'État, pour vous interroger, je suis avec mon collègue de la Voix du Sahel, Mahamadou Sédou. Mahamadou, vous avez une question? Oui, le ministre d'État le disait tout à l'heure, dans son message à la nation, le président de la République a beaucoup insisté sur la nécessité de la formation d'un gouvernement d'union nationale pour une transition démocratique, et cela de l'intérêt du peuple du Niger. Alors, monsieur le ministre, nous voudrions avoir un peu plus de précision par rapport à cette préoccupation du président de la République. Le président de la République disait dans son message à la nation que pour un certain temps, plus ou moins long, nous devons, nous autres Nigériens, considérer que nous sommes dans une phase de transition démocratique, en ce sens que nous avons à installer les institutions de la République, les institutions démocratiques, et à les renforcer, à les consolider, à les raffermir. Il considère que nous avons en effet adhéré aux règles de la démocratie. Nous avons pour cela déjà commencé par une conférence nationale, on s'en souvient, qui avait été un moment d'évaluation très important et au cours duquel, de façon consensuelle, nous avons jeté les bases des institutions nouvelles que nous avons voulues démocratiques et modernes, mais qu'à l'expérience, nous avons constaté que ces institutions demeurent fragiles. La preuve, avait-il dit, c'est que jusqu'à présent, encore, nous avons été incapables de réaliser une transition, une alternance démocratique. À chaque fois que nous avons été témoins d'une alternance, ça avait été par la force, malheureusement. C'est le symptôme d'une certaine précarité de nos institutions, liée à notre mentalité, liée aussi à nos difficultés économiques qui ne nous facilitent pas les choses. Et la meilleure façon de conforter les institutions, de les raffermir, ce que, disait-il, nous soyons ensemble à les bâtir dans un même élan. Voilà l'idée du président de la République, au titre des raisons et qui lui semble présider à la nécessité du gouvernement d'union nationale. Il y a cet aspect des choses, que pour être bien bâties et pour qu'elles se raffermissent véritablement, nos institutions auraient besoin d'être construites par tous dans le cadre de l'élan que peut autoriser un gouvernement
qui regroupe l'ensemble des forces politiques significatives qui seraient tendues vers ce même objectif-là. Cet objectif de renforcement de nos institutions vise par ailleurs à créer les conditions de la stabilité indispensable pour que nous nous attaquions effectivement aux défis de l'économie de notre pays. C'est ça la réponse que je donne pour expliquer le propos du président à la question que vous venez de me poser. Monsieur le ministre d'État, hier le président de la République a de nouveau lancé l'appel à l'opposition pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce à dire que l'opposition n'a pas accepté? Qu'est-ce qui bloque? Je voudrais vous dire que ces discussions avec l'opposition, nous les avons entamées, ça fait déjà quelques semaines. Et nous avons réalisé de grandes avancées pour nous comprendre les uns les autres dans le sens de ce que nous souhaitons voir se réaliser dans le cadre de nos discussions en vue de la réponse à apporter à l'appel du président de la République, au vœu qu'il a toujours exprimé de nous voir travailler ensemble. Ces discussions ont été des discussions assez difficiles, et c'est normal, mais elles ont été positives en ce sens qu'elles nous ont permis d'avancer vers les objectifs que nous avons entrevus ensemble. Vous avez suivi toutes les consultations qui ont eu cours au sein de l'opposition, au sein des différents partis pris individuellement, mais entre eux également dans le cadre de l'Alliance. Vous vous souvenez de certaines des conditions qui avaient été posées comme plus ou moins préalables à la mise en place du gouvernement d'union nationale. Vous avez également dû suivre la réponse donnée à cet effet par le président de la République. Il avait été notamment demandé que le président envisage de dissoudre l'Assemblée nationale, ce à quoi il a répondu négativement parce que tout simplement son propos n'était pas que nous déstabilisions notre pays en nous attaquant à une des institutions piliers de la République. Son propos était au contraire que, à la faveur de ce gouvernement d'union nationale, nous renforcions les institutions et nous leur donnions les garanties d'une plus grande stabilité. Vous avez également dû suivre d'autres conditions qui ont été posées, qui ont été plus ou moins acceptées par le président de la République. Alors, c'est vraiment tout à la fin que cette idée qui consiste à donner la primature à l'opposition a été soulevée. Or, ça aurait dû être une question préalable, comme les autres. Je pense qu'elle est même aussi importante que la question de la dissolution de l'Assemblée, le même niveau d'importance. Elle aurait dû être invoquée à ce moment-là. Elle ne l'avait pas été. Nous ne comprenons pas qu'elle puisse l'être maintenant. Au demeurant, le président y a répondu hier en réitérant sa confiance au Premier ministre Brigitte Raifeni, ce qui veut dire que lorsque demain le Premier ministre Brigitte, dans les jours à venir, présentera sa démission, comme cela est prévu, le président le reconduira. Donc je pense que ce débat, il est clos et nous attendons la réponse de l'opposition au message à la nation d'hier et à l'appel que lui a adressé le président de la République. Et si je me fie à ce que j'essaie sur la base des discussions que nous avons eues avec les responsables de l'opposition, que je salue au passage, dont je salue le sens de responsabilité et la maturité d'esprit avec laquelle elle a travaillé avec nous, je suis confiant et j'ai bon espoir que ce gouvernement se formera conformément aux vœux du président de la République. Monsieur le ministre, vous êtes le président du PNDS Tareya, donc membre influent de la majorité au pouvoir actuellement. Nous voudrions savoir, monsieur le ministre, dans quel état se trouve la majorité actuelle, les rapports entre les partis composant cette majorité? Les rapports sont-ils au beau fixe? Oui, tout à fait. Je voudrais lever toute forme d'équivoque, si tant est qu'il y en ait pu avoir à un moment donné. C'est vrai que les journaux ont pu dire un certain nombre de choses, les rumeurs ont pu
également transporter un certain nombre de choses, mais parce que nous avons été alertés par tout cela, nous avons eu des rencontres qui ont été des rencontres précieuses et dont les résultats ont été très fructueux. Nous avons eu une rencontre, et même deux, je dois dire, avec le Modène Lumana. Au cours de ces deux rencontres, nous avons fait le point de notre gestion commune du pouvoir, des problèmes qui ont pu se poser dans cette gestion ensemble, des problèmes qui ont pu exister dans nos relations bilatérales, et nous avons aplani tous les malentendus. Nous nous sommes le mardi passé retrouvés dans une réunion de la MRN au cours de laquelle nous nous sommes livrés au même exercice et nous avons totalement accordé nos violons et nous avons décidé de nous concerter plus régulièrement et nous avons rencontré le président de la République le vendredi passé. Le président Mamadou, qui était notre porte-parole, lui a fait le compte-rendu de l'ensemble des rencontres que nous avons eues en lui réaffirmant le soutien de la MRN quant à son idée de mettre en place ce gouvernement d'union nationale et en lui faisant la promesse qu'il peut compter sur une MRN solide, unie et qui va aller dans le sens des vœux du président de la République. Si je vous ai bien compris, Monsieur le ministre, les négociations se poursuivent. Avez-vous bon espoir? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous attendons la réaction des partis de l'opposition au message du chef de l'État. Et j'imagine que ces partis mettront à profit ce week-end pour se consulter de façon définitive et livrer leur réponse ultime. Dans son message hier à la Nation, le président de la République a présenté un bilan positif du gouvernement. Il a également parlé d'une feuille de route à partir de laquelle le futur gouvernement pourra travailler. Alors, quels sont les défis qui vous semblent importants à relever? Le premier défi, c'est malheureusement, compte tenu de notre environnement international, le défi sécuritaire. Celui-là même, justement, dont les contraintes ont commandé que le président de la République songe à cette idée d'un gouvernement d'union nationale. Le terrorisme dans le Sahel auquel nous avons eu à faire face au Mali est un avatar du terrorisme de souche maghrébine. Pendant 10 ans, les gens d'AQMI étaient dans le nord du Mali, juste pour les commodités des sanctuaires que leur procurent les montagnes les montagnes des Iforas et la vallée du Terrarar, où ils avaient leur base principale. Et ils se livraient aussi par ailleurs aux rapts d'occidentaux qu'ils échangeaient à des rançons très fortes. Ils commandaient également le trafic de la drogue. Mais vous avez vu, le tournant, ça a été 2012, lorsque ces mouvements terroristes ont eu l'ambition de s'installer carrément au Mali. Malheureusement, le Maghreb reste encore en proie à des situations d'instabilité. Les pays qui ont connu les révolutions liées à ce qu'on a appelé le printemps arabe restent encore des pays très instables. Et vous avez beaucoup de mouvements islamistes radicalisés. Et l'instabilité de ces États-là donne aux forces narco-terroristes la possibilité de se livrer à des trafics très importants. Et l'espace nigérien fait partie de l'espace de ces trafics-là. Ça fait que nous allons encore, pendant plusieurs années, devoir nous battre contre les narco-terroristes. Et pendant tout ce temps-là, nous resterons sous la menace du danger qu'ils représentent. Et nous avons intérêt à être ensemble. Le 23 mai dernier, lorsqu'il y a eu les attentats d'Agadez et d'Arlit, les Nigériens ont été en proie à la même émotion. Ils ont exprimé leur dégoût
de l'ignominie de ce qui s'est passé. Et si ça devait se répéter une autre fois, il vaut mieux que nous soyons dans les conditions d'une plus forte cohésion. Voilà un de nos défis. L'autre défi, c'est évidemment le défi de notre économie. Vous savez, quand le président de la République a fait l'évaluation des choses que nous avons réalisées, il a indiqué que nous avons accompli une bonne partie des promesses que nous avons faites aux citoyens nigériens. Mais l'économie du Niger reste une économie très fragile. Notre pays reste un pays très pauvre. La pauvreté a atteint ces dernières années au Niger et dans le Sahel de façon générale du fait de la détérioration du climat, des proportions évidemment auxquelles nous ne pouvons pas considérer que nous sommes au bout, face auxquelles nous ne pouvons pas considérer que nous sommes au bout de nos peines. Et ce défi-là du développement de l'économie du Niger est un défi terrible. Nous avons à l'affronter et nous devons nous en donner les moyens. J'ai noté hier que le président de la République a relevé comme insuffisance la faible consommation des crédits. Est-ce là un défi important également à relever? Oui, tout à fait. Vous voyez, nous avons une activité diplomatique très importante qui a ses retombées. Vous avez des pays qui mettent à notre disposition, dans le cadre de la coopération bilatérale, des fonds importants destinés à des choses qui s'adressent directement aux populations. Et malheureusement, notre administration présente de signes de faiblesse au point que nous n'utilisons pas à temps ces crédits et assez souvent nous les perdons parce que les conditions de leur utilisation sont ainsi que si à telle échéance des crédits bien déterminés ne sont pas utilisés, on perd la possibilité d'en faire usage l'année budgétaire suivante. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, le président l'a dit, il date de 2 décennies au moins. Mais nous avons de plus en plus de ressources qui sont mises à notre disposition, pas que dans le cadre des relations bilatérales avec des pays, même avec les institutions financières internationales. Et si nous devrions continuer notre offensive diplomatique et intéresser de plus en plus de pays et d'institutions à venir nous aider à renforcer les moyens qu'ils mettent à notre disposition, nous avons intérêt à faire en sorte que nous soyons en mesure d'utiliser les fonds qui sont déjà mis à notre disposition. Le Niger bénéficie d'une aide internationale nettement inférieure à celle dont bénéficient des pays voisins comme le Burkina Faso et le Mali. C'est de l'ordre de 1 à 3 la différence entre nous et ces deux pays. Cela est dû à quoi? Cela est dû à la stabilité que ces pays ont connue pendant que nous étions en proie à l'instabilité, d'où l'intérêt toujours de créer les conditions de la stabilité pour nous, d'une part, mais d'autre part aussi la stabilité leur a permis de mettre en place une institution, une administration beaucoup plus performante que la nôtre. Tout comme aujourd'hui, du fait de la stabilité et des moyens dont ils ont bénéficié, ils ont une école plus performante, ils ont plus d'universités, plus d'élèves, plus d'étudiants, et ainsi de suite. Nous avons donc beaucoup de signes qui indiquent que nous sommes un pays en retard, même par rapport à ses voisins. Et notre retard, il date de la fin des années 80. À plusieurs égards, nous étions même en avance sur ces deux pays dont je viens de donner l'exemple. Et si donc nous voulons que nos partenaires, tous tant qu'ils sont, quel que soit leur statut et leur rapport à nous, si donc nous voulons que ces partenaires-là viennent plus nombreux et qu'ils nous donnent une aide encore plus consistante qu'ils n'y consentent aujourd'hui, nous avons intérêt à faire en sorte que notre administration soit plus performante, qu'elle soit plus à même d'utiliser les fonds qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Si nous les consommons, nous sommes
dans la possibilité de demander davantage. Mais moi, comme ministre de la coopération, lorsque je m'adresse à certains pays pour leur dire d'augmenter l'enveloppe de leur assistance au Niger, la première remarque qu'ils me font, c'est qu'au fond, vous n'avez pas consommé les crédits que nous avons déjà mis à votre disposition dans le cadre des programmes qui sont en cours. Nous ne pouvons pas envisager d'en augmenter le volume pour l'avenir. Une dernière question, peut-être, Monsieur le ministre. Il est indéniable que les autorités du Niger ont un sens d'anticipation au regard notamment de la situation sécuritaire et surtout de ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, la position du Niger a entre autres permis le retour à un ordre peut-être démocratique bientôt avec les élections qui se tiennent au Mali. Quelle serait aujourd'hui votre fierté, Monsieur le ministre? Ma fierté, c'est ce rappel que le président de la République a eu à faire de ce qu'il avait écrit dans son programme de campagne, qu'on appelle le programme de la Renaissance, parlant de la situation au Sahel et indiquant les menaces auxquelles cette région est exposée. C'était tout simplement prémonitoire. S'il n'avait pas indiqué que ces propos-là, il les avait tenus dans le cadre de cette campagne, on aurait pu penser qu'ils ont été tenus après ce qui s'est passé en Libye et au Mali. Nous avons, en effet, le président de la République a fait preuve de beaucoup d'anticipation en la matière. Nous sommes arrivés au pouvoir le 7 avril, c'était le jour de l'investiture du président de la République. La révolution libyenne battait son plein et le régime de Kadhafi n'était pas encore tombé. Et personne ne pouvait prévoir ce qui pouvait se passer à l'époque-là. Mais aussitôt que nous nous sommes installés, nous avons considéré que le danger, il viendra de là-bas. Et nous avons consenti des ressources importantes au profit de nos forces de défense et de sécurité. Et nous avons eu une forme de réponse à tout ce qui s'est passé par la suite, particulièrement appropriée. La preuve, c'est que c'est nous qui sommes voisins de la Libye et non pas le Mali. Le Mali où il n'y a pas eu cette anticipation, où il n'y a pas eu les mêmes mesures que nous avons prises en charge, que nous avons mises en œuvre, pardon, a été en proie à la situation qu'il a connue par la suite. Lorsque vous prenez des données brutes du contexte de l'époque et que vous deviez faire un pari, vous penseriez que c'est le Niger qui était plus vulnérable que le Mali. Mais si nous avons pu nous sortir à bien meilleur compte, c'était parce que nous avons anticipé. Et nous avons maintenu ce cap-là. Nous étions les premiers. Et ça, c'est depuis le mois de novembre 2011, à avoir alerté la communauté internationale en lui disant que le danger s'est déplacé, que pour nous, désormais, il est à l'ouest. C'est le Mali, le danger. Et il y avait beaucoup de pays qui ne nous avaient pas compris. Nous avons dit que le Mali est un pays en danger. Le président de la République m'a envoyé voir le président malien pour lui faire part de cette situation-là et de nos inquiétudes, en même temps que dans le cadre des pays du champ, nous avons commencé à préconiser un certain nombre de choses sur lesquelles malheureusement nous n'avons pas été suivis et qui, si elles avaient été prises en compte, auraient pu peut-être anticiper et prévenir la dégradation de la situation ultérieurement. Et lorsque les événements ont éclaté au Mali, vous avez suivi là également nos prises de position, en particulier les prises de position du président de la République. Nous avons considéré qu'il fallait que nous nous mobilisions pour bouter hors du territoire malien les forces qui avaient occupé le territoire, la partie nord, pardon, de ce pays-là. Nous avons été suivis progressivement par la communauté internationale vis-à-vis de laquelle nous avons fait un travail de sensibilisation. À l'époque, vous vous souvenez, nous n'étions pas tout à fait compris ici à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de gens pour exprimer leur scepticisme quant à la pertinence de nos prises de position, qu'ils trouvaient même parfois irresponsables, tout simplement. Mais vous voyez, la suite des événements a donné raison au président de la République. Aujourd'hui, grâce
à l'action déterminée de la communauté internationale et de la France en particulier, avec laquelle nous avons été en contact très étroit, nous avons pu chasser les terroristes du nord du Mali au point d'organiser la meilleure des élections qui ait pu avoir lieu dans ce pays sans qu'elle n'ait été menacée en quoi que ce soit par les terroristes qui pourtant avaient promis qu'ils ne laisseraient pas cette élection se passer. Je pense que ce qui vient de se passer au Mali est un hommage au président Issoufou, à sa position, et nous avons beaucoup de nos partenaires qui sont en train de nous le dire. Nous avons aussi beaucoup d'amis du Mali qui nous disent que si nous avons pu faire ces élections-là, c'est aussi grâce à l'entêtement des autorités nigériennes de voir les choses se passer exactement comme dès le départ ces autorités l'avaient prévu. Merci Monsieur le ministre d'État d'avoir répondu à toutes nos questions relatives donc au message clé que le président de la République a adressé hier à la nation. Merci également d'avoir répondu donc à toutes les questions relatives à l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs, merci de votre très aimable attention. This is the good life.